Un premier teaser a été dévoilé pour le film Kaamelott, deuxième volet, partie 1, qui sortira en France le 22 octobre. Un film ambitieux avec un budget de près de 19,7 millions d'euros et un tournage qui s'est étalé sur 8 mois et plusieurs pays, même si l'absence de Perceval et un extrait d'Arthur auprès d'une épée Excalibur à nouveau plantée dans le rocher sacré font beaucoup parler. Il y a bien d'autres détails à relever au sujet de ce teaser. Suivez le guide. Alors oui, c'est vrai, le premier sujet inévitable, c'est l'absence de Perceval de ce Kaamelott volet 2. Dans la communication, on a essayé de faire passer la pilule en douceur en annonçant la distribution des 2 parties de ce KV2 quelques jours avant la mise en ligne du teaser, mais beaucoup de fans ne parlent que de ça. Franck Pittiot, l'interprète légendaire de Perceval, semble avoir décliné de reprendre son rôle pour des motifs personnels. Hors de question ici d'alimenter telle ou telle rumeur puisque rien de plus n'a été exprimé officiellement par les personnes concernées. Il me semble essentiel de respecter leurs souhaits et de ne pas commencer à colporter des on-dit. Perceval est à la fois un des, sinon le personnage favori de nombreux fans de Kaamelott, mais aussi un personnage essentiel des légendes arthuriennes, bien entendu avec un rôle déterminant dans la quête du Graal. Alexandre Astier a diffusé un texte accompagnant la révélation de la distribution des 2 parties composant ce Kaamelott volet 2, sachant que la seconde partie sortira le 11 novembre 2026. Ce texte nous donne des informations sur la structure narrative de ce deuxième volet, un point sur lequel je reviendrai rapidement dans la suite de cette vidéo, mais pour l'instant, concentrons-nous sur un commentaire portant sur la question des acteurs absents ou de retour. Alexandre Astier parle de ce qu'il souhaite raconter avec Kaamelott et dit notamment des histoires qui vont, qui viennent, qui disparaissent ou surgissent, comme les acteurs, ceux qui ne sont plus là, ceux qui y sont encore, ceux qui nous ont rejoints, ceux qui étaient partis un temps et qui reviennent. Après un passage qui évoque le plaisir d'intégrer de nouveaux jeunes acteurs à son œuvre, Alexandre Astier conclut en disant ceci: « Ce qui compte, c'est de tenir l'écriture de Kaamelott en constante évolution, de l'adapter aux contraintes bien naturelles d'un projet qui s'inscrit dans la durée, sur des décennies même, et de considérer ces contraintes comme des coups de pouce du destin à l'auteur. » Le destin, allez, je lui mets une majuscule, est très présent dans la confection d'une saga, sans doute parce qu'une saga est une vie à peine miniature. Il faut savoir l'écouter. Ce qu'on peut lire ici entre les lignes, c'est notamment que le destin a voulu que Perceval ne puisse pas apparaître dans ce volet 2, ce qui a dû être transformé en source d'inspiration pour imaginer une manière de raconter cela en intégrant cette contrainte. Perceval sera-t-il mentionné pour expliquer son absence dans la diégèse, le monde imaginaire de Kaamelott? Pour l'instant, il est impossible de le dire. A priori, il semble probable que cette absence devienne un moteur narratif ou encore qu'elle soit rapidement mentionnée pour éventuellement prendre un nouveau tournant dans KV3 si l'acteur revenait alors. Enfin, il reste possible, même si improbable, que cela soit totalement passé sous silence, mais il faut bien avouer qu'il serait difficile de justifier que Caradoc ne dise pas un mot quant à l'absence de son compère de toujours. Le passage sur les acteurs qui étaient partis et reviennent fait notamment référence à Simon Astier, le demi-frère d'Alexandre, qui était absent du volet 1 et qu'on retrouvera dans la partie 2 du volet 2, donc en 2026, et bien sûr dans son rôle divin, le chevalier au lion. On espère le voir retrouver Gauvin d'Orcanie, qui sera quant à lui présent dès la partie 1 qui arrive ce 22 octobre. Revenons aux informations fournies par le créateur, réalisateur, scénariste et compositeur de Kaamelott quant à la forme que prendra ce deuxième volet. Il s'agira d'envoyer anciens et nouveaux chevaliers à l'aventure de par le monde et au travers des saisons. En résumé, on aura plusieurs groupes partant en quête. On peut imaginer qu'il s'agisse de la quête du Graal ou de façon indirecte, en visant toujours cet objectif final de prouver et éprouver leur valeur en tant que chevalier de la table ronde ou de la nouvelle table ronde. Comme je l'ai souligné en préambule, on a beaucoup de réactions négatives sur le petit extrait qui montre Excalibur planté de nouveau dans le rocher, avec Arthur qui envoie des gens se débrouiller tout seuls. Les gens en question ont de bonnes chances d'être ni plus ni moins que les dieux, dont Arthur serait l'élu, on le rappelle. Ce qui gêne, c'est évidemment la sensation de redite et de retour en arrière, puisque la lassitude d'Arthur, sa dépression, son rejet de son rôle et son abandon de son devoir comme de son épée ont été traités dans la série, puis dans le premier volet, avec quand même la décision de sortir l'épée du rocher sacré. Une première évidence à souligner, il est impossible de juger de cette scène et de l'intention ou d'éventuelles redites avant d'avoir vu le film. Se plaindre d'une répétition sur la seule base du teaser a peu de sens. Attention, je ne dis pas qu'il est impossible qu'on tombe dans la redite, mais rien ne permet d'en être sûr pour le moment. Ce qui est clair, c'est qu'Arthur était prêt à se laisser mourir dans l'effondrement du château de Kaamelott à la fin du premier volet, après avoir vaincu et laissé la vie sauve à Lancelot.
Il y a certes un nouveau souffle dans la relation avec Guenièvre, qu'il est venu secourir en passant physiquement et symboliquement par la façade pour lui prouver son amour, le tout aboutissant à un baiser encore jamais vu entre eux. Ceci étant dit, la conviction d'Arthur qu'il est stérile reste présente et les raisons profondes de sa dépression doivent être traitées. On sait, outre l'absence d'une perspective de descendance, qu'il est rongé par son geste de jeunesse de devoir tuer Furaja, la noble tortionnaire de la jeune Sheda dont il était amoureux. Tout ça, c'était dans les flashbacks de KV1. Par ailleurs, Alexandre Astier a indiqué qu'Arthur passerait l'essentiel de la première partie de ce deuxième volet en pyjama, celui qu'il porte dans une image promotionnelle. Voilà un élément concret qui laisse supposer qu'il laissera l'aventure aux autres, du moins dans un premier temps. Et au passage, on peut remarquer que l'épée à côté d'Arthur sur l'image dont je vous parlais à l'instant ne correspond pas à Excalibur. Je vais en venir à l'analyse du teaser qui consistera surtout à reconnaître certains personnages et à avancer quelques suppositions, toutefois une appréciation d'ensemble pour commencer. La musique donne des impressions de Star Wars et on sait que la saga est une source d'inspiration assumée pour Astier, pas étonnant en sachant que Star Wars piochait déjà fortement dans l'imagerie des chevaliers arthuriens pour ses Jedi. Le créateur a même indiqué que ce KV2 correspondait un peu à l'Empire contre-attaque en termes de tonalité, en laissant entendre que la situation sera particulièrement sombre et tendue à la fin de ce volet. Espérons que KV2 se montrera aussi inspiré et inspirant que l'a été l'Empire contre-attaque à son époque. On sait que la grande menace qui plane sur la Bretagne prend notamment la forme du retour de Méléagant annoncé à la fin du premier volet. Il est la réponse aux actes d'Arthur qui ont courroucé les dieux, et dans une certaine mesure, avec sa capuche, on peut lui trouver un petit air de famille au personnage de l'empereur Palpatine. Du côté de Lancelot du Lac, on peut s'attendre à une progression du personnage, même s'il restera de toute évidence un antagoniste pour le moment. Si on le rapproche un peu de Darth Vader, on peut supposer que mort et rédemption l'attendent en volet 3. On commence ce teaser sur une version bricolée de la table ronde. Elle reprend le design de celle que Bort et ses compères avaient mise en place dans la forêt pendant la résistance à Lancelot. Justement, on y voit de face Bort qui est plus ou moins au centre, son frère Lionel de Gaune à droite de l'image, et un nouveau venu à gauche qui semble être Caspars, interprété par Haroun, personnage qui semble avoir une plume et un encrier face à lui pour tenir les chroniques de la table ronde. De toute évidence, cette table se situe à l'intérieur de l'impressionnante tour de bois qu'on voit plus tard de l'extérieur, le château original ayant été salement amoché par les armes de siège burgondes dans KV1, rien de très étonnant. La porte semble barricadée toutefois, à voir si c'est juste une fausse impression ou si la tour subit des attaques par des agresseurs qui resteraient à identifier. Dans les étages de la tour, on distingue des personnages et de gauche à droite, il s'agit peut-être de Gareth d'Orcanie, de Meben, une des filles de Caradoc, et de Yagou, mais j'en suis pas sûr, tandis que sur l'autre balcon à droite, et toujours de gauche à droite, on aurait Roston de Provence, Gauvin d'Orcanie, Lucan le chevalier sèche et Girflé. Évidemment, l'appel d'Arthur à ceux qui seraient prêts à partir à l'aventure pose la promesse de base de ce deuxième volet, une approche ingénieuse qui permet de répartir un nombre assez inquiétant de personnages en plusieurs petits groupes, ce qui devrait permettre de personnaliser et de mieux intégrer chaque membre de ces petits groupes. Alors bien évidemment, les images qui s'enchaînent ensuite ne correspondent pas toutes à la même scène de l'appel aux candidats. On retrouve un gros plan sur Alzagar campé par Guillaume Gallienne. On enchaîne avec une scène de table avec Léo Dagan et Dame Célie de Carmélide, l'occasion de relever la richesse baroque et hétéroclite des costumes. En sautant un peu plus loin, on a l'impression d'avoir les réponses à la demande d'Arthur avec les mains qui se lèvent, même si ces images pourraient correspondre à une autre consultation, bien sûr. Les deux hommes aux peintures blanches sur le visage sont peut-être des Saxons alliés d'Arthur. Ensuite, on a un plan avec Dame Célie, Calogrenant de Calédonie, du moins je crois, et Léo Dagan, bien sûr. Après une révélation du nouveau look tout en volume capillaire du duc d'Aquitaine qui semble réticent à partir à l'aventure, on a un nouvel aperçu de la table ronde avec de gauche à droite le jeune Trevor, puis Oel d'Armorique, tandis que sur la droite, on ne peut deviner que Fraganant de Carmélide, la sœur de Léo Dagan. Les autres, c'est un peu plus indistinct. On a alors une première révélation d'Arthur en personne qui affiche un visage solennel et sérieux, puis suit un plan sur Hervé de Rinel qui se porte lui aussi volontaire en apparence. Quittons cette séquence de la nouvelle table ronde pour nous pencher sur Guenièvre en compagnie des jumelles, les filles du pêcheur, d'anciennes maîtresses d'Arthur. On sait que les trois sont installés dans le lit d'Arthur et Guenièvre, puisqu'on reconnaît le mur gravé d'un des contes des jours, qui figurait déjà dans une image promotionnelle d'Arthur fixant le plafond aux côtés d'une Guenièvre apparemment souriante. On peut rappeler à ce sujet qu'Arthur a fait la promesse à Aconia, son grand amour de Rome, de ne jamais consommer le mariage avec Guenièvre. On verra ce qu'il en est. Mais revenons à ce trio de femmes, difficile de savoir de quoi il s'agit ici, soit une simple discussion entre amis, ce qui surprend Arthur, soit une invitation initiée par Guenièvre, qui souhaiterait explorer certains plaisirs, peut-être pour jouer le contrepoint avec Arthur qui serait pris de court.
On pouvait s'attendre de base à une relation exclusive et romantique avec ce qui s'est passé durant le premier volet, mais allez savoir. On a ensuite le jurisconsulte qui pourrait se retrouver face à un Arthur en bonnet de nuit, d'après Christian Clavier, son interprète. Le personnage du jurisconsulte devrait faire un petit tour en prison. Une belle brochette de semi-croustillant, j'imagine, nous attend à l'extérieur d'une auberge de fortune, avec Caradoc qui porte un tablier et qui se tient aux côtés du tavernier, auprès duquel il est peut-être encore endetté. Cette scène est sans doute liée à celle qui voit la Dame du Lac apparemment aux prises avec Lapègue et Brisebûche dans la boue, de semi-croustillant, tandis qu'elle tend les bras vers Caradoc, dont on reconnaît le vêtement rouge de dos. On découvre plus tard que la Dame du Lac, Caradoc, collègue le soupirant éphémère de Guenièvre dans KV1, et l'aubergiste vont former un groupe de quêtes qui devrait nous offrir une belle dose de conneries. Petit retour en arrière chronologique dans ce teaser pour retrouver l'inénarrable Merlin qui est entouré à notre gauche par Conle le fameux, un nouveau personnage en rouge, et sans doute Elias de Kellywick à droite, en gros un trio de gros balaises en magie de bataille, ou presque. Un peu plus loin, on a le Muppet Show de Tintagel version corbeau avec Igerne et Crida de Tintagel, qui sont donc la mère et la tante d'Arthur, mais côté Lot d'Orcanie, personnage qui lui, Lot, n'apparaîtra que dans le deuxième volet malheureusement. Parmi les groupes partant à l'aventure, on en a un premier de jeune génération qu'on trouve dans Les Blés avec Gareth, Yagou et les deux filles de Caradoc et Mévanouille, Meben et Megan, enfin a priori toujours, ce n'est pas évident de reconnaître ces personnages à 100%. C'est un groupe qu'on semble retrouver ensuite dans un paysage de glace, sans doute une séquence tournée en Islande, face à une figure inconnue en manteau de fourrure. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il s'en dégage une présence plutôt féminine, et il pourrait s'agir du nouveau personnage nommé Varesnota, joué par l'actrice Lindan Pham. Cette séquence est à rapprocher de la découverte d'une aurore boréale par le même groupe, un peu plus loin dans le teaser, autre témoignage que le film nous réserve une large sélection de lieux et décors, le tout sur les 4 saisons puisque les 100 jours de tournage se sont étalés sur 8 mois. Dans ce trio qu'on voit rapidement avec deux qui tirent l'épée dans la tour de la table ronde, on peut mentionner la présence de Mogiz, dont le talent comique a émergé via les réseaux sociaux et qui jouera Guéran. On a ensuite un plan rapide sur Freyd, la nouvelle épouse de Getnock, le paysan, qui est jouée par la compagne d'Alexandre Astier, Luna Caris. On a ensuite un premier plan qui semble correspondre à deux autres en termes de clair-obscur et d'éclairage en source naturelle, du moins apparemment. On y découvre un nouveau personnage, Gofanan, joué par Thomas VDB, qui est attablé et semble entouré d'une aura un peu sinistre. Difficile de savoir s'il fait le lien avec la séquence suivante, elle aussi à table, ou s'il s'agit d'un piège du montage. Quoi qu'il en soit, on retrouve à cette table Alzagar, Quarto, campé par Clovis Cornillac, et un nouveau venu, Silas, joué par Redouane Bougueraba. L'autre séquence candidate du fait de la même ambiance lumineuse est celle qui nous permet de découvrir Virginie Ledoyen, particulièrement inquiétante, couteau en main, alors qu'elle reprend le rôle d'Anna de Tintagel à la suite d'Anouk Grimberg, sachant qu'on a à gauche une personne qui se rase la jambe et à droite un personnage nommé Kiar d'Orcanie ou Siar, potentiellement fille d'Anna, je suppose. On a comme une impression de torture ou de magie noire liée au sang, tandis qu'Anna semble tamponner sa joue et qu'on distingue du sang coulant du front de Siar. Pour rappel, Anna de Tintagel est la demi-sœur d'Arthur. Elle lui a dit qu'ils coucheront ensemble un jour, qu'ils le veuillent ou non. Elle devrait enfanter Mordred suite à cette union contre nature, celui par lequel passera en partie la chute finale de Camelot, du moins dans les légendes initiales. Je pense que d'une manière ou d'une autre, Mordred a déjà été conçu avec l'aide de la magie bien sûr, tout comme Arthur a été conçu par Uther Pendragon qui a usé d'une illusion pour s'unir à Igerne qui pensait retrouver son mari. Petit retour en arrière avec le groupe de la Dame du Lac et Caradoc dans un pays du bassin méditerranéen, avec une belle richesse des couleurs et textures et un événement qui semble important, sinon Viviane n'en serait pas aussi étonnée et préoccupée. Lancelot vit seul et en guenille dans un taudis, on remarque la désaturation qui propose un sacré contraste, si j'ose dire, avec la scène précédente pleine de couleurs. On devine les oripeaux de son armure qui semblent pendre à l'arrière-plan. On sait que l'évolution des costumes de Lancelot traduit son parcours intérieur. C'est Alexandre Astier qui l'a expliqué. C'est sans doute Lancelot qu'on trouve faisant face au fantôme du roi Ban de Benoïc, son père, une puissance qu'il tentera sans nul doute d'utiliser pour se venger d'Arthur et de ses chevaliers. Et le tout se déroule bien sûr au sommet de la tour dans laquelle Guenièvre était prisonnière dans KV1. Autour d'un repas dans les champs de blé, à nouveau on reconnaît Gérant, Giroflée et Roston de Provence face à nous et de gauche à droite, tandis que c'est le jeune Trevor qui est face à eux, Trevor qui semble juger leur hilarité. On peut se souvenir que dans KV1, les forces de Lancelot trouvaient la table ronde de la résistance de Bohort. En suivant ce jeune enfant, Trevor,
On voyait aussi Trevor jeter son couteau à la toute fin de KV1, apparemment du fait de la jalousie qu'il ressentait envers Lucan, devenu alors le Chevalier Sèche. Trevor est joué par James Astier, je me demande s'il a un rapport avec Mordred, son âge s'expliquant par la magie alors évidemment, puisqu'avec elle, avec la magie, on peut imaginer une conception menée à bien dans le passé, avec un voyage dans le temps, ou autre supercherie. On devine une présence à la gauche de Trevor, peut-être Arthur lui-même, puisqu'on le voit ensuite parcourir un champ de blé à son tour, peut-être à l'aube ou alors au crépuscule. On note au final l'absence totale de Méléagant dans ce teaser. On aura peut-être un aperçu de lui dans la bande-annonce. Avec tout ça, démerdez-vous, c'est le message d'Arthur, de toute évidence. L'impression d'ensemble est celle d'une belle qualité de production. On aura l'occasion de suivre les petits groupes à l'aventure, ce qui pourra, je l'espère, permettre de renouer avec des moments de comédie pure. Aucun doute que les enjeux dramatiques monteront et que le film restera dans un mélange entre drame et comédie. Pour ma part, j'apprécierais des éléments magiques plus présents et inquiétants dans ce cas, voire, soyons fous, un ou deux combats à l'épée un peu chorégraphiés correctement, contrairement à ce qu'on avait pu voir dans KV1. Je vous rappelle que nous avons 3 rendez-vous par semaine sur la chaîne et que ça ne peut fonctionner que si vous êtes présent, c'est donc le lundi, le mercredi et le vendredi. Et par exemple, ce mercredi, j'ai mis en ligne une vidéo d'analyse des 2 premiers épisodes de la série Alien Earth, et c'est plutôt intéressant. Pensez à soutenir la vidéo et la chaîne comme il se doit si vous ne voulez pas finir sur le chemin séparant Caddoc de la poulette, et si vous souhaitez être enfin considéré comme tel. Alors on espère que le nombre de c'est pas faux sera raisonnable dans les commentaires, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!